Margit Danel, bonjour. Bonjour. Bonjour, bienvenue sur notre divan. Qui est très beau et on y est très bien. Monsieur Weber, on est très bien sur votre divan. Voilà. Margit Danel, je suis très heureuse de vous rencontrer aujourd'hui. Moi également. Pour parler de votre bébé, votre dernier bébé. Ce livre extraordinaire, Monsieur le Président, cher François. Extraordinaire, vous êtes gentil quand même. Mais c'est vrai, parce que c'est un livre en fait que je considère être un livre à plusieurs lectures, qui nous parle évidemment de François Mitterrand, Oui. que vous avez rencontré, que vous avez côtoyé au plus près. Oui. En tant que collaboratrice et en tant qu'amie. Enfin, j'étais surtout collaboratrice de Jacques Attali. De Jacques Attali. Mais on était dans le cabinet du président. Et vous avez été cooptée auprès de Jacques Attali par Oui. François Mitterrand. Oui, qui trouvait que nos caractères devraient peut-être bien s'entendre. Et donc il m'a dit, il faut que je vous présente Jacques Attali. Il pensait que vous alliez pouvoir lui tenir tête. C'est cela. Parce que je crois qu'il était, il était malicieux, François Mitterrand. Ah, François Mitterrand, oui, pas Attali, oui, oui. François Mitterrand aimait beaucoup ce que les gens ne pensent pas. Généralement, les gens se font une idée un peu d'un homme très froid. Pas du tout. Oui, c'est ça. Vous expliquez plein d'anecdotes dans le livre qui le rend d'une humanité absolue. Oui. Entre autres, quand il a son petit mot pour chacun des gens qui sont dans son personnel. Oui. Le gendarme dans sa guérite, les secrétaires. Le monsieur qui s'occupe des ruches. Voilà, le monsieur à qui s'occupe des ruches. Oui, oui. Et il a aidé beaucoup de monde. Daniel me racontait des anecdotes, mais enfin, elles ne sont pas dans le livre, parce que sinon, le livre ferait 500 pages. Mais quand il se promenait sur les quais, par exemple, à chaque fois, il emmenait quelques billets dans ses poches, et puis il revenait et disait, oh là, j'ai rencontré un monsieur, puis il avait froid, il lui avait donné son pull en cachemire tout neuf. Enfin bon. Alors, elle n'est pas dedans. On y croit ou on n'y croit pas, mais c'est la vérité. Bon, écoutez, et donc, je vous disais, c'est un livre à tiroir, parce qu'en fait, au-delà de toutes ces informations qu'on apprend sur François Mitterrand, sur Daniel Mitterrand, oui. Vous venez de l'évoquer. Je tiens beaucoup à Daniel aussi. On y reviendra. Eh bien, il y a votre histoire à vous. Et elle est magnifique. Et j'avais hâte de voir cette femme qui allait pousser la porte du studio tout à l'heure. Ben, j'espère que vous n'avez pas été trop déçus. En tout cas, je ne suis pas déçue par votre vie, parce que c'est une vie, au-delà de cette grande période donc, que vous allez passer en présence des Mitterrand, avec votre famille, avec Pascal Danel, votre mari, et avec Jean-Pierre Danel, votre fils. Eh bien, au-delà de ça, vous avez eu une vie qui a été depuis toujours drainée par le politique, d'accord, mais par des belles rencontres littéraires, des belles rencontres artistiques. Et puis, il y a une sorte de destinée qui est étrange, comme la main du destin qui vous porte. Ça, je ne sais pas, c'est vous qui le dites. Et d'un autre côté, la trajectoire d'une femme. Vous dites que vous êtes une fille des années 60, qui s'est battue pour conquérir sa liberté. C'est vrai. Vous êtes une féministe, même si vous vous en défendez. Non, je ne m'en défends pas, mais je veux dire, je ne suis pas féministe à fond. Je trouve que quelquefois, elles vont un peu trop loin, si vous voulez. Mais oui, j'admire les femmes. J'admire plutôt mai 68, qui a été beaucoup décriée et qui, je pense, a changé beaucoup de choses. Que ce soit le rapport entre les hommes et les femmes, entre les employés et les patrons, et les jeunes et leurs parents, et je trouve ça très important. Alors, et dans ce livre, vous nous montrez donc une femme qui va réussir à prendre au vol des opportunités incroyables qui vont se présenter à elle, parce que sans doute elle les mérite absolument. C'est gentil. Hein? Mais on va commencer par le début du livre. Et dans le début du livre, eh bien, vous savez nous intéresser absolument par votre famille, car vos origines sont étonnantes. Oui, ça c'est vrai. Hein? Vous êtes donc d'une famille bourgeoise, de vignerons bourgeois. Oui. C'est cela. Et déjà dans cette famille, il y a de l'artistique. Oui. Racontez-nous. Alors, il y a les deux côtés. Il y a le côté maternel et il y a le côté paternel. Oui. Vous voulez que je vous parle duquel? Votre maman, Mia. Alors, ma maman est née en Hongrie.
Et ses parents, sa maman était une grande tragédienne et son père était, je pourrais dire, le Jean Vilar de l'époque. C'était un directeur de théâtre et un tragédien très connu. Et il allait dans les usines porter les classiques pour les ouvriers, etc. Et maman est devenue chanteuse et comédienne. Et à l'époque, les opérettes de Franz Lehár étaient très à la mode. Et elle jouait dedans, voilà. Et elle a tout quitté du jour au lendemain lorsqu'elle a rencontré mon père. Et à ce moment-là, elle est venue en France sans parler un mot de français. Et alors là, coup de foudre, et il est hors de question de recevoir cette théâtreuse dans la famille. Alors, dans la famille de mon père, ça a été un scandale absolu. Non seulement une étrangère, mais en plus une théâtreuse. Donc, maman a eu beaucoup de mal. Et si elle est devenue peu à peu, comment dirais-je, un peu difficile. Oui. Je pense que ça vient de cela, c'est-à-dire qu'elle a toujours regretté d'avoir laissé tomber son métier, ce pourquoi elle a tellement admiré la carrière de mon frère, on en parlera peut-être, et elle voulait être acceptée dans cette bourgeoisie beaunoise, et du coup elle est devenue elle-même très bourgeoise et assez intolérante. Mais alors auparavant, donc ces jeunes gens, du coup, se marient rapidement, ils se retrouvent à Paris. Absolument. Et alors là, comme par hasard, comme quoi c'est dans l'ADN, en fait, c'est dans votre ADN de rencontrer des célébrités. Votre père va être embauché par Bleustein Blanchet. Pas tout de suite. Pas tout de suite, mais... Le premier boulot que mon père a trouvé, lui qui était directeur de société, c'est gardien dans un parking la nuit. Bon, d'accord. Ça a duré une semaine, histoire de pouvoir manger. Et puis, je n'ai jamais su du reste comment il a rencontré Bleustein Blanchet, en effet. Et grâce à lui, il va rencontrer toute une kyrielle d'artistes. Dans la radio où il a travaillé, c'est vrai. Oui, c'est assez passionnant, que ce soit Édith Piaf et d'autres. Bon. Oui, vous parlez d'Édith Piaf. Oui, absolument. Et puis alors, il y a un passage aussi de votre vie qui est important, c'est quand vos parents vont s'installer à Baden-Baden. Voilà, après la guerre. Mon père avait été un des premiers résistants en Bourgogne. Et un des résistants qui ensuite a été à Paris l'a fait rencontrer par d'autres, je n'ai pas tous les détails, et mon père a été envoyé en Allemagne pour reconstruire, si je puis dire, une radio, et qu'il y ait une radio sous l'égide de l'armée française à Baden-Baden. Et donc, nous avons passé 10 ans à Baden-Baden, et là, mon père a reçu les plus grands artistes. Alors, les plus grands artistes, des artistes de variété, moi j'aime bien dire Zizi Jeanmaire, j'aime bien dire Roland Petit, bien etc. Sûr. Et des classiques. Et des théâtreux. Voilà. Et c'est là que j'ai vu des choses formidables, Gérard Philippe, etc. J'étais très, très petite encore, mais mes parents ont eu l'intelligence de m'emmener pour rencontrer ces grands artistes. Voilà. Et ensuite, on a connu les plus grands compositeurs modernes, du moins à l'époque, Messiaen, Stockhausen, vous absolument, qui était un jeune Allemand qui est devenu très ami avec mon frère, et quand ils étaient à la maison, ils regardaient les résultats du Tour de France. Alors, parlons un petit peu de votre frère en 2 mots. Est-ce que c'est peut-être également pour ça, donc, d'avoir été en présence de tous ces grands artistes, que votre frère va devenir un grand metteur en scène, Jean-Pierre Danel, va devenir un grand metteur en scène. Ponel. Comment Ponel. Jean-Pierre Danel. Jean-Pierre Ponel. Ah oui, c'est compliqué. Hein. Dans la famille, il y a des Jean-Pierre, il y a des Ponel, il y a des Danel, etc. Vous êtes une Ponel à la base. Et alors mon frère, si vous voulez, très jeune, a montré déjà des grands talents de dessinateur. Ce qui explique qu'après, il a fait toujours les maquettes de ses costumes en même temps que les mises en scène. Et lorsqu'il a passé son bac philo, il a dit à mes parents, je vais aller poursuivre mes études de philosophie à Paris. Moyennant quoi, il n'y a pas de métier. Il fréquentait Cocteau. Cocteau, il l'a rencontré. Oui. Cocteau l'a beaucoup encouragé. Il était à la Vieille Chaumière, voilà. Et puis, il est revenu ensuite en Allemagne. Et là, il a fait la connaissance d'un jeune compositeur
allemand, Hans Werner Henze, qui est devenu un ami, et lui a commencé à créer, à composer pour des ballets. Et donc Jean-Pierre a fait les premiers décors. Et puis il est devenu un... Et puis peu à peu, il s'est lancé dans la mise en scène. Et là, il était tous les ans au Festival de Salzbourg, de Bayreuth, et avec Pavarotti, avec Placido Domingo. Ah, Placido Domingo, ça, moi, ça m'a tapé dans l'œil. Bien sûr. Et bon, ça, voilà. c'était pour votre frère. Voilà. Et puis vous aussi, on l'a entendu là à l'instant, quand vous avez prononcé le nom de ce... compositeur, Hans Werner Henze. Voilà, vous avez appris, lors de votre passage à Baden-Baden, vous êtes devenu complètement germanophone. On est devenu bilingue. Complètement bilingue. On allait dans une école française, mais on jouait avec les petits Allemands, donc on parlait l'allemand couramment. Évidemment. Et ça va être très important pour vous par la suite. Ça va vous ouvrir des portes. Bien sûr. Vous allez rentrer, l'un de vos premiers métiers, ça va être dans un cabinet d'avocats. Absolument, qui s'occupait des dossiers des Juifs qui avaient été spoliés. Donc c'était en allemand presque tout le temps. Puis ensuite j'ai travaillé à l'ORTF en jeune journaliste pigiste, si je puis dire, et vers les pays en langue allemande. Donc là, ça m'a beaucoup servi à cause de ça. Voilà. Bon. Et vous dites que votre réveil à la politique date de mes années d'étudiante à Strasbourg, en écoutant une conférence de Pierre Mendès France, qui m'a ébloui. Qui vous a ébloui. Oui, et après j'ai commencé à suivre un peu. Il faut dire que j'avais déjà des idées un peu de gauche, par réaction contre ma famille paternelle qui était très, très à droite et raciste. Et ça, je supportais pas. C'était du conservatisme à oui, bien l'époque. sûr, c'était une éducation de la bourgeoisie catholique, très à droite, voilà. Pas mes parents, par contre, pas mon père, qui n'était pas de gauche non plus. On dirait aujourd'hui chrétien de gauche, peut-être. Ah oui, d'accord. Voilà. Et alors, cette première rencontre avec François Mitterrand, ça se fait... Alors, ça s'est fait bizarrement. En 1974, j'étais donc déjà mariée depuis un bon moment avec Pascal Danel. Et j'écoutais, on annonçait les prochaines élections en 1974, après la mort de Pompidou, etc. Et j'écoutais des interventions de François Mitterrand et j'ai dit à Pascal, tu sais, tu devrais écouter. Il s'intéressait à l'époque pas du tout à la politique. Il a écouté, il m'a dit, ah oui, il a des idées. Bon. Donc j'ai téléphoné à la Tour Montparnasse, qui était donc le siège de la campagne. Et là, je suis tombée sur Georges Conchon, des gens comme ça. Et donc on a suivi la campagne, qui n'a pas été... Mais artistiquement, il y a participé. Absolument. Voilà. Dans les meetings, ainsi que Reggiani, enfin que pas mal d'artistes connus. Bon, François Mitterrand n'a pas été élu. Et là, on s'est dit, il faudrait faire quelque chose. Donc, on a monté un week-end pour le 14 juillet 1974, et là beaucoup d'artistes sont venus et on a rencontré François Mitterrand qui nous a invités à déjeuner le lendemain, mais après on est rentré à Paris. On a quand même eu l'idée de le remercier et apparemment on a dû être à peu près les seuls qui ont pensé à le remercier. Et pendant 2 ans on envoyait les vœux, vous voyez, mais c'était bon. Et c'est là qu'il y a le destin qui frappe à la porte. Là, pour le coup, c'est vraiment le destin. Absolument. Parce que ça se passe sur un quai de gare. En ça mériterait un film, hein, quand même. Hein. Ça mériterait un film. L'éditeur. Ah ben vraiment. Parce qu'on s'y voit dans ce que vous racontez dans le livre. Alors vous attendez votre fils. Pascal chantait au Sable de l'Homme. Et moi j'étais à Beaune parce que mon père n'était pas bien. Et on s'est dit on va se retrouver pour descendre en vacances en Ardèche, mais avant on s'arrêtera aux Zézis parce que mon fils qui avait 8 ans je pense à l'époque était un passionné de préhistoire. Donc on a regardé sur une carte, puis on a dit bah tiens on va se retrouver à Nevers.
Et vous attendez sur le quai de la gare. J'attends sur le quai de la gare. Et vous voyez un monsieur que vous connaissez. Et je vois une voiture qui s'arrête, descend Pierre Bérégovoy, puis je vois de dos quelqu'un d'autre qui à la fin se retourne et va acheter un billet de train, et c'était François Mitterrand. Donc je le vois passer, j'étais un peu étonnée, bien sûr. Et puis il repasse, et en repassant, il jette un coup d'œil, et il continue son chemin. Et il repasse une troisième fois, et là je me dis, il faut que j'aille saluer quand même. Donc je vais vers lui, et bon, enfin c'est expliqué dans le livre. Oui, oui. Voilà. Ça, c'était la première rencontre. Il vous propose, il vous invite à déjeuner. Non, enfin oui, il me dit mais je vais attendre votre mari avec vous. Il loupe son train et il me dit j'en prendrai un dans 1 heure. Et donc Pascal arrive avec Jean-Pierre et on discute. Mais on était quand même assez intimidés malgré tout. C'était quelqu'un d'assez impressionnant. Et il nous dit qu'est-ce que vous faites cet été? Pascal dit j'ai un gala vers Bordeaux. Ah mais alors vous allez venir déjeuner à l'Hatch, il me donne son numéro de téléphone, et donc on a appelé, en effet. Pascal n'était pas très chaud, parce qu'il était assez intimidé devant cet homme tellement impressionnant. Et moi, j'étais très interloquée en lisant cette scène, parce que je me dis quand même, ça donne une information sur François Mitterrand. Ce grand homme politique est capable de laisser passer son train pour pouvoir discuter avec des gens que, grosso modo, il ne connaît pas. Absolument. C'est quand même assez fabuleux. Oui. Ça, c'est très intéressant comme trait de caractère. Mais je pense qu'il y a une chose qui a joué. En 1974, il avait dit à Pascal, vous êtes un homme de scène, etc. Et quel âge avez-vous? Et en fait... Ah oui. Pascal avait pratiquement à quelques mois près l'âge d'un bébé qu'ils ont perdu, Daniel et François Mitterrand, et qui s'appelait Pascal. Voilà. Et donc je pense que ça a peut-être joué à l'époque. Ça a joué dans l'imaginaire de François Mitterrand, et ça a joué également par la suite énormément pour Pascal Danel, dans ses rapports avec qui a fait, à mon avis, avec François. Une projection, Pascal qui avait eu une enfance très, très malheureuse, il a considéré un peu François comme un père. Oui. Vous allez arriver à l'Hatch, et ce qui était un repas va se transformer en une vie. Oui, après que j'ai renversé la bouteille de vin. Ah oui, alors vous commencez super bien, vous renversez une bouteille de vin sur le pantalon préféré de François Mitterrand, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc tout le monde je me suis dit, bon, on ne reviendra jamais là. Pascal m'a foudroyé du regard. Daniel était morte de rire. Bon. Alors, le petit garçon qui est là-bas derrière nous, Jean-Pierre Danel, en l'occurrence, votre fils, il n'est pas encore là. Il n'est pas encore là. Si, il est là. Oui, il est là. On est en 74 sûr. Et tu es né en 68. Oui, bien donc sûr, c'est un petit garçon. Oui. Lui, il n'a pas fait de bêtises ce jour-là. C'est vous qui avez fait une bêtise. C'est moi. Alors donc ça va être des années durant lesquelles vous allez être invité à l'Hatch régulièrement. Oui, parce que là, le François Mitterrand, qui n'était bien sûr pas président, dans l'après-midi, il a dit où est-ce qu'on va les loger. Et nous, on avait réservé une chambre d'hôtel, mais il a dit non. Et le lendemain matin, très discrètement, on a mis les valises dans le coffre, et là, il est sorti de sa petite datcha, comme on appelle ça, et il nous a vus, il a dit, mais qu'est-ce que vous faites? Ben, François, on voulait vous saluer, et on va... Ah bon, on vous a mal reçu, c'est très mignon ça. Mais non, enfin bref... Et on est resté, cette année-là, on a dû rester une dizaine de jours. Une dizaine de jours. Et très vite, il y a eu la chambre des Danel à l'Hatch. Oui. Et parfois, beaucoup de jalousie. De la jalousie, vous le dites gentiment, hein, parce que vous êtes vraiment bienveillante avec tout le monde dans ce livre. Il n'y a pas de coup de patte comme il pourrait y avoir dans d'autres livres de ce type. Et vous vous souvenez d'une Monique Lang qui a peut-être regardé d'un drôle d'œil qu'on donne... Pas tout de suite, parce qu'elle ne savait pas. Oui, mais quand elle a su que c'était la chambre des Danel. Voilà. Voilà, mais bon.
On va continuer. Il va y avoir donc François Mitterrand, la victoire en 81, extraordinaire. Et là, vos rapports qui étaient jusqu'à présent des rapports amicaux vont devenir tout autres. C'est-à-dire que nous étions persuadés que c'était terminé, qu'en fait on ne pourrait plus les approcher. Et j'ai été très étonnée quand Daniel, au mois de fin juin, m'a appelé, elle m'a dit bon alors cette année vous venez à quel moment? Je lui ai dit Daniel, voyons, mais quoi? Bon, et là elle me dit mais là tu restes là, on vous attend. Mais d'un autre côté, il y a François Mitterrand qui va vous proposer de travailler avec son bras droit, Jacques Attali. Ça s'est pas tout à fait passé comme ça, c'est moi qui ai été on dit demandeuse, non, demanderesse, bon, bref. C'était en 80, donc avant l'année où il s'est déclaré, où il a été élu. Au moment où nous partions, je lui ai demandé si on pouvait le voir 5 minutes, si je pouvais lui parler 5 minutes. Et là, je lui ai demandé si je pourrais travailler dans la campagne. Oui, d'accord. Et il m'a dit, mais je ne suis pas sûre du tout de me représenter. Enfin, je ne vais pas raconter toute l'histoire en détail, mais il s'en est souvenu lorsqu'il a déclaré qu'il se présentait. Et il m'a demandé de venir le voir, ce que j'ai fait. Et là, il m'a dit, vous n'êtes pas membre du PS? J'ai dit non, et je ne prendrai jamais ma carte. Vous n'avez jamais pris votre carte? Jamais. Ah voilà, c'est ça que je voulais vous demander. Moi, ça, c'est incroyable. Je voulais garder ma liberté. Mais vous êtes vraiment une femme libre. Bon, peut-être. Mais si, et comme vous le dites, vous savez, à plein de moments, vous savez tenir tête à Mitterrand. À un moment donné, sur une discussion autour de la littérature, vous êtes quand même, alors que n'importe qui aurait dit que les goûts de Mitterrand étaient les meilleurs, vous vous dites, moi j'aime pas Proust. Oui, c'est vrai. Et Mitterrand vous dit, mais vous devriez lire Proust. Il n'était pas content, il m'a dit, mais c'est un de nos plus grands. Et je dis peut-être, mais moi il m'ennuie. Voilà, vous avez ce culot-là, c'est sans doute ça qui peut-être lui a plu. Mais c'est vrai qu'au cours de ces années, il a dû voir de temps en temps que j'avais des idées peut-être un peu originales, je ne sais pas, par rapport... Parce qu'il y avait quand même souvent dans les visiteurs des gens qui voulaient à tout prix lui plaire, évidemment, et qui donc perdaient toute leur personnalité. Et ça, il supportait pas. Vous ne voulez pas faire partie des courtisans, jamais. Ah non, jamais. Et en 81... Vous partez avec Pascal Danel quand la victoire est annoncée. Oui. Voilà. Mon frère était de passage et donc on y est allé et le lendemain, c'était un dimanche, mon frère me dit tiens, il y a un appel, c'est pour toi. Je dis ah bon, mais il me dit c'est Attali. Et là, Attali me dit Marguerite, ça y est, j'ai été nommée. Et je lui dis, mais formidable, je suis contente pour vous. Il me dit, bon, alors rendez-vous demain, 9h à l'Élysée. Et je lui dis, mais pourquoi? Moi, j'ai pensé que tu voulais me montrer son bureau. Et il me dit, mais Marguerite, enfin, vous n'allez pas me laisser tomber, vous venez travailler avec moi. Et ça semble bizarre, jamais je n'ai pensé... Pour moi, ça s'arrêtait de toute façon à la fin de la campagne. Et jamais je n'ai pensé... Il y avait un futur pour moi dans cette aventure. Alors voilà, c'est François Mitterrand qui avait lâché une forte tête quand même dans les pattes de Jacques Attali. Oui, si c'est ça, hein? Mais on s'est très bien entendu tout de suite. Alors oui, vous nous donnez des informations sur Attali qui sont très intéressantes, qu'on n'aurait pas. Vous dites que c'est un vrai coup de foot professionnel. C'est ça. C'est lui qui aurait dit ça à François Mitterrand. Voilà. Et Mitterrand, lui, vous dit, il y a une sorte de suspense qui est très bien fait dans le livre. Il dit oui, alors il vous dit pas tout de suite avec qui il veut vous faire travailler. Il dit c'est un monstre de travail, il est pas facile, personne ne veut travailler avec lui, il est très autoritaire. Alors ça dit de quoi quand même? Alors, moi je commençais à être un peu inquiète.
Il dit, mais comme vous avez un fort caractère, ça ira très bien. Et c'est Attali. Mais vous avez de la personnalité. Ah, vous avez de la personnalité, oui, c'est ça. C'est ça. Et alors, Mitterrand dit toujours d'Attali, c'est un cerveau à tiroir. C'est moi qui lui dis ça. Lui, il dit c'est un homme qui a 30 idées par jour. Oui. Il y en a 10 à garder, mais les 10 sont vraiment valables. Ouais. Et moi, j'ai eu l'expression cerveau à tiroir après avoir assisté à la première réunion de campagne où il Ah oui, oh, c'est magnifique. C'est un moment magnifique. Ah racontez-nous. Bon, vous voulez que je vous oui, alors pendant 50 minutes, il reste comme ça. C'est ça, on arrive et puis je vois entrer des tas de personnalités que je ne connaissais que de vue par la télévision et presque tous sont devenus ministres ensuite. Dont Bérégovoy, en l'occurrence. Dont Bérégovoy, Mauroy, enfin bon. Et il dit à tout le monde... Margit Danel, mon assistante, donc si vous avez besoin de me joindre, vous l'appelez elle, chez elle ou ici. Donc moi, ça y est, j'ai dû donner mon téléphone personnel et j'étais vraiment la cerbère, si je puis dire. Et donc, les uns, il leur dit, je veux que chacun de vous me donne ses idées, des idées pour la campagne. Et ça a duré au moins 3/4 d'heure. Et lui ne regardait personne. Il griffonnait. Moi, ça m'a scandalisée parce que je voyais que les personnes essayaient de retenir son regard, etc. Et à un moment, je n'ai pas pu me retenir. Et je lui ai donné un petit coup de pied sous la table, alors que je ne le connaissais pas. Hein. Il n'a pas réagi. Et à la fin, il a posé son crayon et il a répondu à chacun. Point par point. Point par point. Franchement, c'était incroyable. Et là, je dis un cerveau à tiroir. Et là, j'ai compris que j'allais travailler avec quelqu'un d'exceptionnel. Alors, vous allez travailler avec lui jusqu'en 92, quand Attali va accepter de prendre la Banque européenne à Londres. C'est ça. Et vous lui dites que c'est une erreur. Oui. Et vous êtes fier, enfin fier, en même temps c'est triste pour lui, mais vous êtes fier d'avoir eu raison. Ben, finalement j'ai eu raison puisqu'il s'est fait vraiment maltraiter. Mais vous allez collaborer encore avec lui quand il va écrire verbatim sur les 2 septennats de Mitterrand. Donc là je vais dans un autre bureau, puisque lui n'étant plus là, je vais en face. Et là il y a des armoires où sont apportées toutes les notes annotées par le président. Alors ça c'était absolument... passionnant et j'ai eu beaucoup de mal à résister à prendre certaines en photocopie pour moi. Mais j'ai été loyale. Je ne l'ai pas fait, mais ça a été dur. Vous avez été loyale même contre Mitterrand, quand un jour, loyale envers votre patron, en l'occurrence Jacques Attali, quand Mitterrand cherche à vous titiller en disant restez avec moi plus longtemps, et vous lui dites vous lui dites non, il en est hors de question, j'ai rendez-vous avec Attali. Il dit si, il insiste un peu, sans doute, dites-vous, pour voir jusqu'où vous alliez aller dans votre fidélité, dans votre sérieux dans le travail. Peut-être, c'est possible. Voilà. Il y a une autre personne qui me touche. Vous avez bien lu le livre, je vois. Je vous dis, il m'a absolument passionnée. Sinon, je ne me souviendrai de rien. En l'occurrence, on est en train de parler d'hommes, mais il y a une femme qui est très importante, qui est très touchante. Je vous disais, ce livre, en filigrane, c'est votre vie à vous, en fait, qui nous passionne, mais c'est la vie d'une autre femme également, votre grande amie, Danielle Mitterrand. Oui. Alors, qui a mis longtemps de son côté à ce que nous devenions amis, parce qu'elle m'a dit au bout de quelques années, tu sais, je t'ai observé pendant c'est ça. Elle avait tellement l'habitude. En l'occurrence, vous vous tutoyez alors que vous ne tutoyez pas François Mitterrand. Personne ne tutoyait Mitterrand, à part sa famille et à part ses amis de la résistance. Voilà. Mais pour ce qui est de Danielle Mitterrand, alors vous dites qu'elle est plus à gauche que Mitterrand, qu'elle est contestataire. Absolument. C'est ça. Et elle critiquait quand il fallait critiquer. Ah oui. Puis elle n'est pas contente, en fait, de rentrer à l'Élysée. Et lui disait, mais qu'est-ce que tu crois? C'est pas parce que je suis président que j'ai tous les pouvoirs. Absolument. Voilà. Ce qui était la vérité également. Alors elle n'est pas contente d'être obligée de se déguiser en première dame. Ah oui, ça... Oui. Ça l'énerve. Elle voudrait être habillée... D'abord, elle déteste le mot première dame. Et elle l'a toujours refusé. Et elle est pieds nus dans son bureau. Oui.
Elle est pieds nus déjà à l'atch tout le temps. Elle est pieds nus. Ça, Parce c'est très qu'elle mignon. souffrait Oui, elle souffre, ça, d'un c'est pas pied. mignon, ça. Voilà. Et dans son bureau, sauf quand quelqu'un venait, évidemment. Bah, évidemment. Mais bon, avec moi, elle ne se gênait pas. Et alors, il y a deux choses jolies. Elle va au dernier étage de l'Élysée et elle se rend compte que les appartements qui sont en haut sont des appartements pour des petits fonctionnaires, c'est Non, ça? ce sont les petits jeunes qui faisaient leur service militaire à l'Élysée et qui généralement ils montaient les plateaux quand on restait manger à l'Élysée, souvent pour travailler. Moi, je dictais du courrier sur un petit dictaphone, donc ils montaient les plateaux où ils servaient aux messes des conseillers. Voilà. Et les appartements sont indigents. On va dire, ils ont dû être peints 15 ans avant, quoi. Voilà, il fallait tout refaire. Les Donc toilettes, pareil, c'était franchement, il a fallu refaire. voilà, grâce à elle, tout Absolument. est refait. Et puis elle a l'idée d'une crèche. Alors, j'étais Ça, allée c'est la super. voir un jour. Avec vous deux d'ailleurs, Ouais. vous avez cette Et idée. je lui ai dit, tu sais, je parle souvent à toutes les secrétaires ou même les conseillères, dont Ségolène Royal, et toutes m'ont dit, il y a un vrai problème, on part tard, et on a du mal, on a des enfants, comment... Et elle m'a dit, mais oui, c'est une excellente idée. Et donc, elle en a parlé à son mari, qui a dit d'accord, mais il faut voir avec le chef de cabinet pour le budget, voilà. Et grâce à ça, vous avez gentiment enquiquiné le baron Rothschild pendant... Parce qu'en fait, il était juste C'était très au-dessus drôle. de la crèche. Mais il a était été très fair-play. distingué, très fair-play. Il était fair-play. Il m'a dit, vous remercierez bien sûr Madame Mitterrand. Grâce à elle, j'ai les Et- cris d'enfants en permanence. C'était Mais, très mais mignon. c'était un peu ironique, hein, et elle l'a compris, elle a bien ri. Alors, vous venez d'évoquer Ségolène Royal. Oui. C'est vous, en fait, qui avez... Sans m'en rendre compte, mettons que j'ai œuvré à ce qu'il rencontre Jacques Attali. voilà, en Qui a tout de 81, suite vu, en pendant la 81, campagne. François, un jour, le Standard m'a appelé, ils m'ont dit, écoute, il faut que tu descendes, on ne sait pas vers qui les diriger, il y a un jeune couple qui insiste. Bon, je suis descendue, puis j'ai vu ce jeune couple. Ils étaient tout mimi. Tout mignon, très intimidés, qui m'ont dit, voilà, on voudrait vraiment participer à la campagne. Alors j'ai dit oui, mais comment? Il me dit ben on sort de l'ENA. Bon, Mais ça va, il y a pire. lui il était à la Cour des comptes. Oui, c'est ça. Tout ça. Ouais. Donc j'en ai parlé à Jacques, qui m'a dit. Mais je dis Jacques, il sort de l'ENA. Ah, l'ENA, Ah, bah. ça lui disait quand même quelque chose. Donc il les a reçus et tout à fait de façon non officielle. Ils ont travaillé pour préparer des notes, etc. Et c'est devenu des amis. Et alors nous, c'est devenu des amis très proches. Et ce qui était très drôle, ils venaient souvent dîner à la maison. Et on les emmenait quand c'était improvisé. On les emmenait à la pizzeria du coin où il y avait de la musique et ils dansaient. Ils dansaient. Oui, oui, c'était très très drôle. C'est très mignon. Vous parlez également d'une autre personnalité qui plaît à tous les Français, c'est Coluche. Oui. Vous en parlez beaucoup à plusieurs reprises, dans des moments drôles et moins drôles Et d'ailleurs. voilà, absolument. Hein, pendant la campagne de 81, absolument. il prône la farce tranquille, tandis que Mitterrand, présente, voilà. Mitterrand c'est la force tranquille. Absolument. Et vous trouvez ça très mignon? Oui, mais ça a gêné, ça a dérangé tout de suite tous les candidats de gauche comme de droite. C'est sûr. Donc Attali a été le voir en essayant de lui dire que bon, on s'était bien amusé, mais que là maintenant, il faudrait peut-être arrêter. Parce qu'en fait, le fait qu'il se présente, ça avait un côté, pour les jeunes, je pense, pour éviter de l'abstention, je trouvais ça très bien. Mais en même temps, il enlevait des voix, notamment à la gauche. Notamment à la gauche. Voilà. Donc, quand Jacques Attali est allé le voir, il a dit non, 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 moi je continue, etc. Et puis, quand il a senti qu'il commençait à se prendre au sérieux dans tout ça, il s'est dit que peut-être il fallait arrêter. Et il a arrêté. Mais parlons justement de la joie de Oui. 81. Oui. Hein, vous parliez, c'est un très joli moment, des larmes de Mendès France.
Absolument, ça c'était à l'investiture. Ouais, mais ça. avant, si vous permettez, Je vous en prie. quand Daniel et François Mitterrand sont arrivés en revenant donc de Château-Chinon, nous étions quelques-uns dans un grand bureau qui était à côté du sien. Et quand il est arrivé, nous étions tellement émus qu'il y a eu un énorme silence dans la pièce. Ah oui, vous parlez de ce Et silence. il est entré, il a serré la main de chacun de nous et on a été incapable de lui dire bravo, on a été incapable de parler. Quant à Daniel, elle est venue vers moi, elle m'a embrassée et elle m'a dit, tu te rends compte, on est venu, on s'est pas arrêté au péage et on n'a rien payé. Je dis, mais Daniel, ça lui plaisait tu pas, vas en devoir fait. t'y habituer quand même. Oui, ça c'est Voilà. très bien. Alors, vous parlez, bon, il y a le catalogue des artistes que vous avez rencontrés à ce Oui. moment-là, etc. Et puis, j'aime beaucoup, moi, le passage où vous parlez des lois qui vous ont marqué. Bien sûr. Hein, les lois, évidemment. Les propositions, les 100 000 avant tout, l'abolition de la Oui. peine de mort, bien sûr. Mhm. Et puis d'autres choses, il y a la semaine de 39 heures, C'est il y a ça. la 5e semaine des congés payés. Voilà, exactement. Il y a la loi de 82 instituant un âge identique concernant la majorité sexuelle, qu'on soit hétérosexuel ou Absolument. homosexuel. Bien sûr. Et ça, je ne vais pas revenir en arrière, mais pendant la campagne, j'avais reçu un appel du journal Guépier à l'époque. Et il demandait s'il pouvait faire remplir un questionnaire à François Mitterrand. J'ai dit, je ne peux pas décider, mais envoyez-le. Et en fait, il l'a rempli. Et apparemment, les autres candidats ne l'ont pas fait. Coluche, il a dû le faire quand même, je suppose. Mais bon. Bon, alors évidemment, vous avez travaillé comme une folle durant toutes ces années, Oui. à tel point qu'un jour, eh ben, sur vos grands talons, vous êtes tombé du Oui. haut de votre escalier chez Absolument. Je devais rejoindre Daniel Mitterrand pour aller visiter les travaux à Versailles où devait avoir lieu le premier vous. G7. G7 socialiste, si on peut dire. Et oui, je suis tombée et bon, ça s'est mal passé, et voilà. Et puis, vous en avez gardé les séquelles, vous vous êtes mal soigné ou Oui, je me suis pas soignée du tout. vous n'êtes pas soigné du tout. Même J'ai la refusé Minerve, je d'être- crois que c'était pas Oui. de classe, hein, Et- donc et vous la les- oh, puis laissiez, je supportais pas. c'était désagréable. Donc vous avez vécu à 100 à l'heure Oui, pendant ces 2 septennats. absolument, oui. Et vous parliez Et d'un passionnant. G7 Passionnant. dont vous avez été en charge de l'organisation, mais il y en a eu un deuxième, Oui, surtout c'est le plutôt deuxième. dans le deuxième, oui, oui. C'est-à-dire que Jacques Attali m'a dit, écoutez Marguerite, je ne vais pas pouvoir assister à tout, il y a pas mal de réunions où vous allez me remplacer, puis vous me raconterez. Et ce que j'ai fait, alors c'était pas du tout les réunions politiques, c'est lui justement qui y allait, mais les réunions d'organisation, de sécurité, c'était passionnant. Et vous avez ce truc à vous, qu'à Mitterrand aussi, je me disais, c'est que vous faites attention aux petites gens Oui. comme aux grands. Oui. Et c'est un grand talent. C'est un grand talent. C'est peut-être pour ça que vous faites rentrer Ségolène à l'époque et Hollande. Vous trouvez ça, vous vous occupez des petites gens. Puis là, vous Enfin, avez. c'était pas des petites gens. Oui, mais bon, à l'époque, c'était des kidams. Oui. Là, vous savez parler aux fleuristes. Vous savez aussi incroyablement prendre le téléphone pour parler à la. Le roi Ladurie pour la bibliothèque. Oui, ça j'adore. Mais moi, j'ai trouvé ça tellement choquant que dans le grand bureau, avec cette immense bibliothèque vide, alors que Mitterrand est un fou de lecture et de littérature, ça m'a semblé impossible. Il y avait une bibliothèque vide, voilà. Parce que dans ce bureau, il allait avoir des tête-à-tête avec des chefs d'État. Donc j'ai appelé et j'ai expliqué à Laura Ladurie qui m'a dit, oui, mais madame, vous vous rendez compte la responsabilité que vous allez prendre parce que je vais vous demander de vous porter garant. Et Attali m'a engueulé, il m'a dit, mais Marguerite, vous êtes folle. En tout cas, vous vous faites accepter par tout le monde, toujours. C'est vrai, oui. C'est vrai, hein? Oui, C'est oui, ça, c'est vrai, ça c'est fait une partie chance. de vos grands talents.
je ne sais pas si c'est un talent, mais c'est la vérité. Et j'ai hésité à écrire certains. Et là, je me suis dit, on va se dire, mais qu'est-ce que c'est que celle-là? Elle a la grosse tête, pour qui elle se prend. Non, mais c'est des témoignages importants. Mais alors, en fait, voilà, vous savez nous tenir en haleine. Par exemple, quand vous nous expliquez ces journées incroyables de préparation du G7, on est là, on lit les... C'est incroyable de réussir à rendre ça franchement intéressant. Oui, parce que ça n'est pas forcément pour quelqu'un qui est... Ouais, il faut dire qu'il y a eu quelques incidents, donc j'avais des choses à dire. Mais... Alors après, il y a le crépuscule, parce que toute vie, aussi belle soit-elle, eh bien, elle finit toujours par la maladie, par la mort, de toute façon. Oui. En fait, la maladie de François Mitterrand, elle arrive très tôt, mais elle est cachée très tôt. Oui, parce que je pense, et là-dessus, j'ai vu dernièrement une émission avec Michel Cotta, qui a eu la même analyse, je suis contente, que moi. Je pense qu'il allait vraiment mieux et qu'il s'est dit, c'est peut-être une rémission et puis je pense que je vais m'en sortir. Et ce qui explique qu'il a été tellement actif. Donc ça commence dès 80. Oui, fin 81. Et très peu de gens le savent, évidemment. Daniel ne l'a pas su tout de suite. Ne l'a pas su. Il y a Bérégovoy qui est au courant. Bérégovoy, Attali. Attali est au courant. Oui, oui. Et je dois dire, il n'en a jamais parlé. Mais réellement, je pense qu'il a vécu une grande rémission. Mais il fallait voir, vous savez, par exemple, la préparation d'un sommet international, ça veut dire des nuits sans sommeil. C'est ça aussi, pas le temps de s'arrêter sur la maladie. Absolument. Alors à la fin, à la fin, ça c'était. À la toute fin, son premier ministre c'est Chirac, et il y a un très beau passage. Oui. Un mercredi matin, alors que j'étais dans le couloir qui menait au secrétariat du président, je vis Françoise diriger vers l'ascenseur pour se rendre au Conseil des ministres. Oui. Il était suivi de près par Jacques Chirac, l'air soucieux, qui avançait derrière lui, les bras légèrement écarté, comme s'il était prêt à soutenir le président au cas où il manquerait de tomber. C'est ça. C'était, vous savez, comme les parents qui font attention au premier pas d'un bébé. Jacques Chirac. Absolument. Jacques Chirac qui viendra le voir d'ailleurs parmi... Et Jacques Chirac qui a fait, à mon avis, et à celui de Daniel que j'ai questionné, qui a prononcé les mots les plus touchants à la mort de François Mitterrand. Ils étaient adversaires, Dieu sait, mais il y a l'homme derrière quand même. Voilà. Bah écoutez, on n'a pas parlé de tout ce qui se passe de l'ordre du privé. On aurait pu dire que le petit Jean-Pierre qui est derrière nous, François Mitterrand lui a apporté son petit déjeuner au lit quand il était jeune, bachelier. Oui. Et lui dit, lui donne des conseils sur les études à venir. Surtout pas trop en faire. Voilà. Garder sa possibilité de vivre. Voilà, plein de jolies anecdotes comme ça, ou avec Pascal Danel également. Bien sûr. Mais comme vous le dites très justement, là, ce sont des anecdotes de la famille. C'est ça. Donc, Mitterrand n'aurait pas été Mitterrand. Eh bien, on ne le lirait pas du même œil, toutes ces anecdotes familiales. Et comme Gilbert Mitterrand, son fils, dit très gentiment dans la préface qu'il m'a faite, il dit que ce sont des années d'amitié qui se sont transformées en relations familiales. Familiales, parce que donc Gilbert continue à vous accueillir. Absolument. Vous avez mis un petit peu de temps à retourner à l'âge. Oui, moi je ne voulais pas. Et puis c'est Jean-Pierre qui m'a dit, mais Gilbert me propose que l'on passe. Donc nous y sommes allés. Et dans la voiture, Jean-Pierre me disait, maman, prépare-toi à beaucoup d'émotions. Tu penses bien que maintenant, tu ne reconnaîtras rien, tout aura changé. Et on est arrivé, rien n'avait changé. Alors évidemment, François Mitterrand n'était plus là. Votre ami Daniel n'était plus là. Et ça a été terrible pour vous à surmonter. Et ça l'est toujours. Et ça l'est toujours. Parce que tout ça a relancé beaucoup de choses. Et lorsque je vois arriver des événements politiques ou sociaux, etc., je pense à elle et je me dis, je sais d'avance ce qu'elle aurait pu dire. Oui. Bon, écoutez, concernant ce livre,
Voilà, Monsieur le Président, cher François. Je me disais qu'il y avait des moments de suspense là-dedans. Oh oui, je vous assure, on attend la suite du paragraphe pour savoir ce qu'il en est. Des rebondissements, des anecdotes, de l'humour, des moments d'émotion. Oui. Et on est face à une femme, vous, Margit, une femme qui a été entourée d'amour. Oui, enfin, c'est vrai. Qu'il l'est encore par mes enfants. Qu'il l'est encore, oui, par votre Philippine adorée. Mais vraiment, ça a été une vie pleine d'amour, pleine de reconnaissance. Donc, c'est très beau. Et puis, voilà, une vie de femme. On va passer sur certains oui. chapitres qui sont durs, mais vous avez eu à surmonter quand même la vie, les pressions sociales qu'une femme pouvait subir et familiales qu'une femme pouvait subir dans les années 60. Voilà. Oui, oui, et pour ça aussi, ce livre est intéressant. Même avant, mon père, que j'adorais et qui était adorable, mais je lui ai quand même obéi. J'ai renoncé à faire certaines études pour lui faire plaisir. Et quand je regarde ça maintenant, je me dis, mais vraiment, t'étais nulle. Puis après... Vous avez aimé votre vie, Margit ? Oui, en gros, bien sûr. C'était passionnant. Passionnant. Mais j'ai souffert pas mal à certains moments, vous vous en doutez. Comme tout le monde, comme toutes les femmes. Merci pour toute cette générosité, toutes ces confidences. Merci beaucoup.